Aujourd'hui, au Presse Club à Issy-les-Moulineaux, nous remercions d'ailleurs nos hôtes. Je crois que c'est une première, me semble-t-il. Donc, on espère vous porter chance et je suis sûr que la chance sera avec vous. Nous sommes au Presse Club pour accueillir une conférence de presse qui fait suite à une conférence qui a eu lieu en février-mars, je crois, autour des secrets bien gardés de l'œuvre du baiser de 1905 de Constantin Brancusi, en compagnie de Thierry Reyer, le chercheur, historien en histoire de l'art notamment. Lors de cette conférence, nous allons également diffuser une vidéo qui va nous rappeler les moments forts de la conférence qui a eu lieu au mois de février. Cette conférence aujourd'hui est organisée par les Amitiés internationales André Malraux, avec son président Pierre Coureux. Je vais lui demander de venir me rejoindre. Et nous aurons ici cette manifestation est sous le patronage d'Anne Malraux, la petite fille d'André Malraux, qui est aussi présidente d'honneur des Amitiés internationales André Malraux. On va essayer d'aller vite. Monsieur le Président, si vous voulez bien me rejoindre. Alors, Pierre Coureux est le président des AIAM. Brièvement, Pierre, les AIAM et pourquoi soutenir une telle conférence? Merci. Bonjour à tous. Bonjour à toutes, bien sûr. Je viens bien sûr répondre immédiatement à notre secrétaire général, M. Alain Melka. Qui sont les AIAM? D'abord, c'est une association qui a été fondée à Montmartre. Donc c'est un lieu symbolique, un haut lieu de l'art. C'est un lieu, bien sûr, qui a vu naître au pied de Montmartre André Malraux en 1901. Et c'est un lieu où je réside et où réside notre marraine, notre présidente d'honneur, Anne Malraux, qui nous fait l'honneur d'être ici ce matin. Je veux également remercier tout particulièrement le représentant du Secours populaire, bien sûr, le responsable de la maison Longvin, Monsieur Nicolas Druz, et bien sûr toutes les autres personnalités ici présentes. Merci mesdames et messieurs. Je réponds à la question posée par M. Melka. Nous sommes présents, les AIAM, donc les Amitiés internationales, fondées il y a 21 ans, nous sommes présents dans 80 pays. C'est-à-dire que nous avons des représentants, des correspondants. Ce sont des universitaires ou des membres de la société civile. Ça peut être des galeristes, des collectionneurs, des historiens de l'art. Donc nous sommes souvent très proches du monde de l'art. Et bien sûr, il ne nous a pas échappé que lorsque un beau projet se présente à nous, nous l'étudions et si nous jugeons qu'il est soutenable, si on peut apporter notre pierre, si on peut, disons, faire en sorte que ce projet soit connu du plus grand public et soutenu financièrement et moralement, nous venons bien sûr à la portée de la personne qui nous a proposé ce projet. Ici, en l'occurrence, M. Reyer, que nous connaissons puisque c'est un historien de l'art. C'est quelqu'un qui a une grande connaissance des grands peintres de l'art moderne, de Picasso, bien sûr, de Chagall, d'un certain nombre de Modigliani, bien sûr. Je n'ose même pas citer ces grands noms, mais il faut savoir que André Malraux s'est aussi occupé, ou les a rencontrés, ou été leur ami. Quand je passe à Chagall, vous connaissez tous le plafond de l'opéra. Donc, vous voyez, ce qui nous guide, c'est à la fois les grands noms de l'art, pas que, puisqu'il y a des universitaires, des grands spécialistes de littérature, mais également les gens qui s'intéressent à l'art et qui essaient de faire progresser les connaissances. Monsieur Reyer en fait partie. Et donc, quand nous avons eu connaissance de son projet, nous avons tout de suite trouvé un terrain commun et nous avons bien sûr fréquenté l'homme, qui a une manière qui est d'une fréquentation très agréable, qui est, comme vous le savez, très passionné, mais il n'est pas que passionné. Il va au fond des choses. Et son analyse de l'œuvre de Brancusi, et notamment celle du baiser de 1905, nous a à la fois surpris
et bluffé au bon sens du terme, étant donné toutes ces connaissances, ces recherches, ces recoupements. Et donc, nous sommes bien sûr dans le projet à fond. Nous sommes bien sûr tout à fait à ses côtés pour cette grande aventure qui devrait déboucher en quelques mois sur une grande présentation. Pourquoi l'association Malraux s'intéresse à l'œuvre et à Brancusi en particulier, c'est qu'il faut savoir que l'atelier de Brancusi, qui était menacé, qui allait être dispersé, dont le contenu allait être dispersé, a été sauvé, si je puis dire. Et la sauvegarde en revient au cabinet Malraux. Et André Malraux, à l'époque, aux affaires. On est le 4 février 1960. Le docteur Pasco Attanasio, l'exécuteur testamentaire, fait appel à Malraux pour trancher et pour surtout éviter la dilapidation, la dégradation du contenu de l'atelier de Brancusi. Et passe Roncin. Donc nous devons bien sûr une reconnaissance immense à André Malraux, et donc c'est une deuxième raison que nous avons trouvée pour soutenir ce projet. Voilà, merci beaucoup. Merci Monsieur le Président. L'explication qui me semblait tout à fait opportune. Monsieur Nicolas Druz, nous avons la prestigieuse maison Lanvin qui est à nos côtés aujourd'hui, en la personne de Monsieur Nicolas Druz. Je vous laisse la parole. Merci en tout cas infiniment d'être présent parmi nous ce matin. C'est moi qui suis honoré. Bonjour. Jeanne Lanvin a toujours soutenu les arts, les lettres. Elle a par exemple aidé les peintres Bonnard et Vuillard, lancé Man Ray, et sans doute elle est à l'origine de l'art déco. D'ailleurs chez Lanvin, il y a encore des décors qui sont faits par Rateau, il y a une table qui est faite par Bullman. Mais les raisons pour lesquelles la maison Lanvin soutient ce magnifique projet sont peut-être encore beaucoup plus profondes. Avant Brancusi, un sculpteur s'inspire de la forme humaine ou de la nature. Alors bien sûr, messieurs, aucun d'entre nous n'a les pectoraux du David de Michel-Ange. Aucune femme n'a les stigmates de la douleur comme la Pietà. Néanmoins, on reconnaît bien quand même à la fois l'inspiration humaine et puis le talent, le génie de ces démiurges que sont les sculpteurs ou les peintres. Seulement, arrive un jour à l'atelier de Rodin, Brancusi, qui dit une chose extraordinaire. Moi, je me fiche de la beauté ou de tout ce que vous pouvez me montrer à partir de ce que vous allez chercher chez l'homme et la nature. Moi, dans la matière, dans la pierre, dans le bois, dans tout ce que je touche, je sens la forme. Et cette forme, je veux lui donner vie. Évidemment, bien qu'il ait une technique hors du commun, ça ne peut pas marcher avec Rodin, dont il est l'élève sans doute le plus brillant, parce que Rodin, lui, quand il fait le penseur, bien entendu, il s'occupe d'abord de voir comment un être humain peut penser, puis ensuite il le fait à sa manière. Aucun d'entre nous ne peut penser comme le penseur, néanmoins, dès qu'on voit la statue, cet homme Brancusi découvre un dialogue mystérieux avec la matière. Prenez un morceau de tissu, c'est quelque chose d'inerte, ça ne vit pas. Et puis, par le talent d'un styliste, par le travail formidable des petites mains, par la coupe, par beaucoup de choses, on en fait un produit qui provoque de l'émotion. Qui provoque de l'émotion chez celle ou celui qui le porte, et qui provoque de l'émotion chez ceux qui regardent. C'est une œuvre d'art, ça ne se discute même pas. Et c'est une œuvre d'art qui part de la matière. Quand Brancusi fait sa première œuvre, Le Baiser, qu'est-ce qu'il montre? Il montre deux amants qui s'aiment tellement qu'ils fusionnent dans la pierre et qui font une seule œuvre. Quand Madame Lanvin crée sa société, quel est son emblème? Sa fille et elle, qui tendent les bras l'un vers l'autre et qui vont, on s'en doute bien, se donner un baiser et fusionner. Je vais vous montrer le logo. Regardez le baiser.
qu'est-ce qu'on voit dans ces deux œuvres? Un, l'amour de deux amants, et deux, l'amour maternel et filial tenté à son paroxysme. C'est-à-dire que nous sommes tous conscients de la dureté de la vie, des drames qui nous frappent tous les jours. Mais la réponse de Brancusi et de Madame Lanvin, c'est une réponse qui est donnée depuis des millénaires. C'est celle d'Antigone, devant les murs de Thèbes, qui dit « Je ne suis pas né pour haïr, mais pour aimer ». Moi, je pense que l'amour, c'est le vrai souffle des dieux. Et en passant la parole à Thierry Reyer, je pense que vous allez voir à quel point ce souffle divin parcourt puissamment l'œuvre de Brancusi. Juste avant de vous laisser la parole, après je vous promets, je vous laisse la parole. Thierry Reyer est membre de la Société de biologie, il est membre du conseil scientifique du musée Claude Bernard, membre de la Société française d'histoire de la médecine, membre du conseil scientifique de la Société française d'égyptologie, membre de l'association de l'école du Louvre, et il est membre aussi des AIM, comité scientifique. Donc vous voyez, c'est du, en termes de chercheurs et de découvreurs, c'est du lourd. Thierry, je vous en prie, allez-y. Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. Je vais faire simple, hein. En fait on va essayer d'expliquer le plus simplement possible la découverte et d'être le plus concis possible. Alors je vous présente à l'écran donc le baiser de 1905, qui est l'œuvre initiatique de Brancusi, qui est à la base de l'art moderne et qui est à la base de l'œuvre entière de Brancusi. C'est-à-dire que c'est l'œuvre qui permet de construire toutes les autres œuvres qui vont être créées par Brancusi à partir de 1905. Donc vous la voyez à l'écran, donc vous la voyez sur toutes ses facettes avec une signature très, très sympathique qui date de 1905. Je vais vous rappeler rapidement l'historique. En fait, quand cette sculpture m'a été présentée il y a une dizaine d'années, j'étais un peu stupéfait par la taille de la sculpture. J'étais un peu surpris parce que elle représentait l'œuvre de Brancusi, mais sur 20-25 ans. Donc je trouvais ça assez surprenant qu'en 1905 il puisse être aussi avancé dans son œuvre. J'ai fini par me rendre compte que la signature qui était opposée au pied de la sculpture était très spécifique à Brancusi sur la période de 1898 à 1905, et donc nous avons fait expertiser par plusieurs experts près des tribunaux, 5 pour être précis, pour savoir si la signature était ou non de Brancusi. Bon, ça a été sans appel par les 5 experts. À la suite de ça, donc, il m'a fallu un peu de chance. La chance, je l'ai eue très rapidement, puisque ma famille disposait d'une sculpture Moshika. Moshika, c'est à peu près, on va situer ça entre 100 et 700 après Jésus-Christ. C'est d'Amérique du Sud. Il s'avère que je suis un des spécialistes de la culture Moshika, et donc je me suis rendu compte que cette sculpture avait énormément de ressemblances avec le baiser de 1905, et donc nous avons examiné, comme vous le voyez, le moindre détail de la sculpture pour pouvoir les comparer et nous permettre de confirmer que Brancusi a été en contact avec cette sculpture. Donc j'ai eu confirmation par ma famille que effectivement Brancusi avait eu accès à cette sculpture, et donc nous avons continué à faire tout en détail, donc les yeux, les cheveux, tout est identique, quoi. C'est une confirmation, quoi, qu'il s'est inspiré déjà de l'art antique pour faire cette sculpture. Vous voyez ici, les mains sont striées de la même manière, les creux des reins sont identiques. Voilà. Donc en fait, à partir de là, je me suis attelé à comparer un peu les différentes cultures, l'Égypte antique, la culture Moshika, mais également la franc-maçonnerie, pour voir quels étaient les points communs de ces différents courants de pensée.
Et donc j'ai fait un petit tableau pour montrer les similitudes de chacune. Il s'est avéré que les similitudes étaient fortement nombreuses et que je me suis rendu compte que Brancusi s'était inspiré de ces trois cultures. À la suite de ça, j'ai commencé à étudier les œuvres de Brancusi, celles qui étaient les plus connues de tous. Alors là, vous voyez, vous avez le coq, par exemple. Alors, sur la majorité des livres que j'ai achetés, j'en ai acheté plus de 100 sur Brancusi, donc je peux dire j'en ai acheté plus de 100 sur Brancusi, donc je peux dire l'Antiquité à la Renaissance. Et en fait, si vous au Louvre, si vous allez faire des cours au musée d'Orsay, si vous allez à Sciences Po pour les cours d'histoire de l'art, si vous allez n'importe où, même à l'Académie des sciences, on va vous donner des cours sur l'histoire de la science de l'Antiquité à la Renaissance, et en fait c'est exactement le travail qui a été fait, c'est juste une lecture qui est simple. Donc comme tous ceux qui écrivent des bouquins d'art ont eu cette formation, tout le monde était capable de découvrir ce secret. Voilà. Alors, ce qui m'a rapproché après, parce que j'ai fait une étude globale de l'œuvre de Brancusi, je le répète, je n'ai pas fait une étude pour découvrir le baiser de 1905 à l'origine, j'ai voulu comprendre l'œuvre de Brancusi. Et donc, j'ai utilisé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le mythe d'Isis et d'Osiris, avec son fameux miroir magique. Alors, son miroir magique, elle trouvait un bras, elle dupliquait avec le miroir, et elle obtenait le deuxième. Alors là, j'ai fait la même chose, j'ai pris le coq, je l'ai dupliqué, je l'ai mis en face. Alors, je l'ai retourné après, je l'ai retourné pour une raison simple, c'est que la religion égyptienne est une religion matriarcale, celle de Brancusi est patriarcale, donc nous avons inversé, et je me suis rendu compte que l'espace vide entre les deux sculptures représentait l'œuvre du baiser de 1905 du côté féminin, donc du côté d'Isis. Il n'y a aucune place à l'erreur, c'est purement scientifique, donc c'est complètement imparable. Et puis bon, à moins de remettre en question Pythagore, Thalès et toute l'histoire de la science de l'humanité, puisque c'est ce que représente toute l'œuvre de Brancusi, c'est quand même inattaquable, quoi. Mais c'est quand même, je me répète, c'est quand même assez surprenant qu'aucune des personnes qui a écrit des livres depuis une centaine d'années n'ait pu se rendre compte à quel point ça collait à l'histoire de l'art. Vraisemblablement conclure par le fait que Brancusi est vraiment le plus grand sculpteur que la Terre ait porté. Il a inspiré l'intégralité des artistes modernes. Il a inspiré Picasso, Braque, Chagall, il a inspiré tout le monde, quoi. Il est à la base de tout. Il a réussi avec son œuvre et surtout avec ce baiser de 1905 qui est l'œuvre centrale à parler de la science, de l'Antiquité à la Renaissance, à parler de l'art, de l'Antiquité à la Renaissance, à tout expliquer. La raison pour laquelle Thierry est capable de montrer tout cela, ce sont les raisons familiales. Il le cache très bien, mais c'est le descendant de l'un des personnages les plus illustres de l'histoire de France. Et donc, tous ces documents sont chez lui. La sculpture de Monchica dont on parlait, son grand-père l'avait à son cou, et lui la porte, il ne l'a pas portée aujourd'hui. Mais ce sont des choses tout à fait authentiques. Et la troisième chose qu'il faut bien garder à l'esprit, comme vous le savez, Thierry est membre de la société, du comité scientifique de la Société française d'égyptologie. Brancusi n'est pas un égyptologue. Ce qu'il met dans ses œuvres, c'est ce qu'il a compris de l'égyptologie. Donc il ne faut pas appliquer les méthodes les plus importantes de la science maintenant pour dire que la pyramide de Khéops, ceci, c'est cela. C'est pas le but, c'est un artiste. Il a compris l'égyptologie comme ça, pour lui c'était important, le mythe d'Isis, d'Osiris, tout ça, et ce qu'il a compris, il l'a mis dans son œuvre. Oui, c'est comme tout artiste, hein, c'est l'interprétation, c'est ce qu'il va ressentir de la science, de l'art, de l'égyptologie, de toutes ces choses-là. Ce n'est pas parfait, si en tant qu'égyptologue, forcément, il y a des erreurs dans l'interprétation de Brancusi, c'est son interprétation à lui. Donc ça, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il est arrivé en 1905 à Paris, et Paris était la capitale mondiale du culte d'Isis et d'Osiris. Il y avait des temples partout dans Paris. J'ai retrouvé les articles de journaux en allemand, en anglais, qui venaient de Londres, où tous les artistes, tous les intellectuels, tous les philosophes venaient à Paris pour vouer un culte à Isis. Alors vous verrez dans le livre, ça va très loin, parce que les gens se déguisent dans les rues en Isis, Osiris, en Horus, et font de culte de
d'Isis dans Paris. Alors vous avez noté, ici nous sommes à Issy-les-Moulineaux. Ici c'est en fait Isis. Si vous avez Paris, c'est Bar Isis. Et tout vient de Isis. Le culte de Isis était partout en France. Et donc à chaque fois que vous avez Isis quelque part, c'est en mémoire de la mère Isis. Voilà. Donc, c'est un Roumain qui est fasciné par Paris, il va venir à pied. Il y a un film qui va sortir, qui monte pendant 2 ans, il va marcher avec, il tombe sur Isis, il l'interprète à sa manière. S'il vous plaît, ne confondez pas, si je peux dire, la vérité historique telle qu'elle est, et puis celle que lui il bâche. Effectivement, je suis presque certaine que Brancusi a voulu, que c'était une volonté de sa part de conserver une forme de mystère, parce que je pense qu'on est dans une société parfois de l'hyper-transparence, de l'hyper-révélation, du scoop. Et je pense que cette société lui aurait fait horreur, par ce côté-là en tout cas. Et que je pense aussi que les artistes et que le monde, la société et un certain nombre de choses doivent demeurer, non pas éloignés des profanes ou vulgarisés, mais ne doivent pas non plus, tout ne doit pas être dévoilé et tout n'a pas à être dévoilé. Et en ce sens-là, je crois que Brancusi, c'est vraiment un artiste qui nous rappelle que quelque chose qu'on ne sait pas, c'est quelque chose qu'on aborde tout à fait autrement. Et tout n'a pas à être abordé sous l'angle du dévoilement, de vous saurez tout sur, etc. Voilà. De poser les bases et de déclarer officiellement que nous travaillons à l'établissement, à la création d'une fondation André Malraux qui comportera 3 espaces différents et qui a vocation également à soutenir des projets actuels, pas seulement à être un musée et un endroit où on va se souvenir d'André Malraux, ce qui sera une partie importante évidemment de cette fondation, mais surtout ce qui me tient à cœur, c'est la constitution du musée, la reconstitution du musée imaginaire. Et j'imagine, là aussi, moi, j'imagine que cette sculpture extraordinaire pourrait constituer le point de départ de la constitution d'une première présentation dans un espace muséal de ce musée imaginaire. Et que ça serait très intéressant encore une fois, parce que c'était la pensée de Malraux, c'était pas du tout une pensée figée, passéiste, conservée dans le formol, loin de là. Ça serait aussi l'occasion peut-être d'utiliser à bon escient les technologies modernes afin de projeter également des œuvres et les mettre en relation et retrouver ce qui était cher à André Malraux, qui était ce musée imaginaire, cette capacité des œuvres à dialoguer entre elles, tout comme les œuvres de Brancusi dialoguaient entre elles dans l'atelier et dialoguer avec l'artiste lui-même. Et donc voilà, je vous annonce officiellement que nous travaillons à la création de cette fondation André Malraux et je souhaite qu'elle voit le jour très bientôt. Et je suis très heureuse de vous annoncer ça aujourd'hui et c'est par ça que je voudrais terminer. Merci à tous. Merci Anne. Alors, juste quelques remerciements parce que j'ai oublié tout à l'heure, j'espère qu'elle n'en fera pas. D'abord, bien sûr, il y a le Secours populaire. Merci infiniment pour votre soutien, votre amitié aussi. Il y a Ibis News, je ne sais pas s'ils sont là, la chaîne de télé, oui, ils sont là, merci à vous. Il y a Art Partage et le travail considérable qu'a fait Christelle évidemment pour que cette manifestation se passe du mieux possible. Merci Christelle. Et puis bon, merci à vous tous et à vous toutes. Si vous avez d'autres questions, il est là, prêt à répondre. Merci. Merci à vous. J'ai découvert l'interprétation de l'œuvre de Brancusi, qui est une œuvre initiatique qui fait appel à l'égyptologie, la franc-maçonnerie, la biologie. Bon, j'ai découvert donc son interprétation et j'ai découvert par son interprétation l'œuvre centrale de l'art moderne, la première œuvre d'art moderne au monde, qui est le baiser de 1905 et qui est la coudée égyptienne de Brancusi. Je m'explique en parlant de coudée égyptienne, c'est qu'il s'est servi de cette sculpture pour créer l'intégralité de l'œuvre
après 1905, donc dans l'atelier, ça forme en réalité une œuvre unique. On va pouvoir créer avec plusieurs sculptures des divinités égyptiennes, on va pouvoir créer des colonnes sans fin par le vide entre les sculptures, et en fait chaque œuvre a une place spéciale qui n'est pas respectée aujourd'hui à l'heure actuelle à l'atelier Brancusi et qui forme d'autres œuvres par le vide. Je me suis intéressé à Brancusi et à son œuvre en général, et en fait en rassemblant, en doublant le coq de Brancusi et en les rassemblant, j'ai vu que l'espace vide représentait le baiser de 1905, et c'est à partir de là que le baiser 1905 est devenu important pour moi dans mes recherches. Mais au départ, c'était une interprétation globale de l'œuvre et de comprendre ce que Brancusi avait voulu faire et pourquoi il avait refusé de vendre ses œuvres. Donc à partir du moment où il refuse de vendre ses œuvres et qu'il les rassemble, c'est qu'il est important que ces œuvres soient rassemblées. Alors pourquoi ? Après, on arrive à découvrir qu'en rassemblant ces œuvres, on va créer des divinités égyptiennes, on va créer tout un tas de choses, et en fait, on crée en finalité un temple égyptien, un temple de la franc-maçonnerie, un temple de différentes religions, et on arrive à recréer tout ça avec l'intégralité de l'œuvre de Brancusi. Donc c'est ça qui était intéressant à découvrir, parce que une œuvre de Brancusi, c'est très joli, mais si vous n'avez pas l'interprétation et si vous n'avez pas la profondeur de l'œuvre, c'est-à-dire c'est une œuvre unique qui s'assemble pour faire une œuvre, comme je le répète, unique, vous n'avez rien compris à l'œuvre de Brancusi, et c'est ce qui est le cas, c'est un secret qui était gardé depuis 100 ans. Thierry, bonjour. Une petite question subsidiaire pour les Muses de Paris. Après une conférence comme aujourd'hui, est-ce que l'on ne ressent pas une petite frustration en se disant qu'il y a des tas de choses qu'on aurait aimé aborder, et par exemple j'ai vu qu'il y avait des questions et que ça ne s'arrêtait plus, donc du coup j'imagine qu'il y a des thèmes qui n'ont pas pu être abordés. Il y a des frustrations du fait que beaucoup de journalistes ont renoncé à venir, tout simplement parce qu'il y avait un petit déjeuner avant et ça leur prenait trop de temps, donc on en est là quand même. Aujourd'hui l'information passe trop rapidement et personne ne prend le temps de comprendre les choses et d'où viennent les erreurs aujourd'hui, qu'elles soient politiques, qu'elles soient dans tout secteur. Les gens n'ont pas le temps, au bout de 3 minutes, un journaliste dit j'ai plus le temps, je m'en vais. On ne peut pas expliquer l'histoire de l'humanité en 3 minutes, on ne peut pas expliquer l'histoire des choses en 3 minutes, donc c'est ça qui est frustrant. C'est des journalistes qui viennent et en 2 minutes ils voudraient absorber les connaissances de l'humanité, de la science, de l'art en 3 minutes, donc c'est impensable. Alors justement, on abordait le côté, le fait en tout cas que c'est une démarche, une recherche qui est prévue, si on peut s'exprimer comme ça, pour des initiés, un minimum. Donc, est-ce que cela vient pas de cela, le fait qu'il y ait une vulgarisation ? En fait, j'ai été obligé de vulgariser, bien évidemment, pour être accessible, mais chacun s'y retrouve par sa formation, par sa religion, par tout un tas de choses, parce que Brancusi a voulu que tout le monde se reconnaisse dans son œuvre, donc un franc-maçon va s'y reconnaître, un chrétien va s'y reconnaître, un musulman va s'y reconnaître, et en fait toutes les religions, qu'elles soient monothéistes ou polythéistes, va s'y reconnaître. Donc c'est quand même très accessible. Il faut prendre le temps d'écouter pendant 5 minutes, et après chacun va pouvoir tirer sur sa propre pelote de laine et pouvoir faire le déroulé et comprendre certaines choses. Alors l'intérêt de Brancusi, c'est qu'il va utiliser la biologie, la franc-maçonnerie, l'égyptologie, la culture la culture mochica. Mochica, dont vous êtes expert. Oui, non, mais c'est une culture qui est très peu connue, bien évidemment, qui est une culture d'Amérique du Sud entre l'an 100 et l'an 700 après Jésus-Christ. Et en fait, il s'est totalement inspiré d'une sculpture mochica que j'ai dans la poche. Je de la bête. Attention. Alors vous voyez, c'est cette sculpture mochica qui est ni plus ni moins que le baiser. Alors je ne sais pas si on voit parce qu'elle est très petite et elle est très très vieille, bien évidemment. Et en fait, j'ai fait des photos avec le microscope. Et en fait, elle représente principalement le baiser de 1905, mais aussi le baiser de Montparnasse qui ressemble étrangement à cette petite sculpture. Mais vous la portez sur vous régulièrement, il me semble. Je la porte tous les jours, sauf aujourd'hui. Elle vous porte bonheur ?
sais pas si elle me porte bonheur. C'est le symbole de la création, voilà, c'est le symbole de l'humanité. Le baiser de 1905, quand vous le retournez, quand vous vous mettez à 180 degrés, ça représente Isis en train de donner naissance à la civilisation, hommes, femmes, réunis dans l'amour, dans les religions, dans les courants de pensée, tout tel que l'ont voulu les philosophes des Lumières, tel que l'ont voulu les révolutionnaires, et que tout le monde puisse vivre dans la paix. C'est ce qu'il a voulu transmettre comme message, et toute son œuvre s'applique à présenter tout cela. Alors je trouve ça dommage quand vous avez un musée qui fait à peine 80-90 visites par jour, avec des sculptures qui sont mal placées, avec personne qui n'y connaît absolument rien. C'est quand même dommage de passer à côté de l'œuvre qui est la plus magistrale au monde, l'œuvre de Brancusi. Je ne parle pas du baiser de 1905, qui est juste la pierre angulaire de cette œuvre, ça en fait l'œuvre la plus importante au monde, mais l'œuvre de Brancusi à elle-même est l'œuvre, en mon sens, la plus importante au monde, parce qu'elle retrace la civilisation de l'Antiquité jusqu'à la Renaissance et l'histoire de la science de l'Antiquité à la Renaissance. Alors l'une des plus grandes œuvres est vraiment scientifique, parce que quand il raconte l'histoire de la science, c'est Thalès, Pythagore, avec le compas, l'équerre, la géométrie sacrée, tout y est, quoi, tout y est, donc il suffit de le faire, c'est l'interprétation de Brancusi, avec des choses très quelque part très scientifiques, quoi, qui permettent de dire que c'est une découverte scientifique et donc inattaquable, puisque aujourd'hui, si vous allez prendre des cours d'histoire de l'art au musée du Louvre, si vous allez au musée d'Orsay, si vous allez à Sciences Po, si vous allez aussi à des conférences qui ont lieu à l'Académie des Sciences, alors j'ai fait les 4, c'est pour ça que je l'affirme haut et fort, le contenu des cours explique l'œuvre de Brancusi pour chacun. Donc en fait, tout le monde, ce que j'explique aux historiens de l'art ou aux historiens ou encore aux scientifiques, ils sont au courant, c'est les cours qu'ils donnent eux-mêmes. Alors est-ce qu'on peut considérer, Thierry, dans cette démarche scientifique, il subsiste une part de mystère et peut-être même de clés de compréhension de notre monde actuel? Tout à fait, parce que moi je ne prétends pas avoir percé intégralement les mystères de Brancusi, je prétends avoir trouvé un certain nombre de clés. Donc il y a tout un tas d'ouvertures, c'est comme on découvre encore des souterrains dans les pyramides d'Égypte, etc. C'est pareil, je n'ai pas encore assemblé toutes les œuvres, je ne vais pas le faire, mon but n'est pas de percer à 100% l'œuvre de Brancusi, c'était de donner une clé de compréhension. Avec cette clé de compréhension, les gens vont pouvoir aller au musée et se rendre compte de la grandeur de l'œuvre de Brancusi. Moi j'y suis allé, je vais dire plus de 300 fois en 2 ans. Les gens vont regarder les œuvres une à une, vont jamais regarder plusieurs œuvres en même temps. Ils sont un peu stupéfaits de regarder tout ça, ils trouvent ça beau, ils racontent des banalités, ce qu'on leur a dit, c'est de l'art moderne, il a simplifié les formes à l'extrême, mais non, il a sculpté un sexe de crocodile, mais comme on est rarement dans la vie face à un sexe de crocodile, oui, non, ça n'est jamais arrivé. On est d'accord, donc forcément, on ne reconnaît pas forcément le sexe du crocodile qui a une spécificité physique bien particulière. Alors justement, vous disiez Thierry, stupéfait, nous l'avons été, nous spectateurs, en tout cas auditeurs de votre. Il faut aller visiter maintenant avec le livre. Un appel à aller visiter. Tout à fait. Mais moi je n'ai rien à vendre. Le livre, il est offert à celui qui a envie de le voir. J'ai des mécènes qui ont permis de financer les livres. Donc les livres sont donnés gratuitement. C'est un geste pour l'humanité. Très bien. Et pour terminer, donc vous savez que là vous vous adressez aux auditeurs des Muses de Paris. On en avait parlé pour préparer l'interview, l'aspect Muse. Oui. Quel serait, on va dire, le lien au fil le lien entre le nom de la radio et Brancusi, c'est que en fait il
il a sculpté une muse. La muse, c'est en fait la fille de l'Aleda et de Zeus qui va éclore avec son frère dans l'œuf. Et la muse est vraiment quelque chose d'important pour Brancusi. Et pour le monde peut-être plus pour le monde, c'est la naissance du monde, c'est la naissance de l'art. La muse, c'est la naissance de l'art, c'est la naissance aussi de la science. De l'inspiration. En tout cas, vous nous avez inspiré, Thierry, on vous remercie. C'est gentil à vous, c'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Depuis quelques temps, je me suis davantage investie dans non seulement la conservation du travail d'André Malraux, qui est un travail considérable par rapport à la culture. Il faut quand même savoir que André Malraux a été le créateur mondial du ministère de la Culture. C'est-à-dire qu'avant André Malraux, il n'existait pas cette position, ce poste, ce ministère n'existait nulle part. Et donc, c'est le premier ministre de la culture de l'histoire. Et à partir de là, pratiquement tous les pays d'Europe et en tout cas toutes les démocraties ont adopté un ministère de la culture avec plus ou moins de succès. C'est-à-dire qu'il a réussi à faire apparaître dans le débat public, ou en tout cas dans la politique, la nécessité que la politique s'intéresse aux faits culturels et que ce ne soit pas uniquement le fait de manifestations privées et à l'initiative d'artistes eux-mêmes. Donc ça a été, je crois, un marqueur très très important historique. Et depuis quelque temps, alors que moi-même je poursuivais mes propres activités professionnelles, ça a été quelque chose qui est devenu comme une urgence pour moi de m'occuper davantage, de voir où est-ce qu'on en était par rapport à la mémoire d'André Malraux, par rapport à la mémoire de son action culturelle. Et j'ai eu cette envie de m'investir davantage et de prendre davantage ma place en tant qu'héritière, même si je n'ai pas choisi ce nom, je n'ai pas choisi d'être à cette place-là, mais je ne l'ai pas subi non plus, mais j'étais dans cet entre-deux. Et aujourd'hui, je choisis pleinement et j'embrasse pleinement cet héritage et j'ai envie d'en faire quelque chose. Je me suis intéressée à Brancusi depuis très longtemps, parce que c'est un artiste que j'aime énormément et dont je connaissais assez bien les œuvres, mais sans les connaître de cette manière-là. Et puis ma grand-mère était très proche de Claude Pompidou, donc j'avais mes entrées, si j'ose dire, au centre Georges Pompidou, et juste à côté il y avait cet atelier, donc je l'ai visité plusieurs fois. Et par le biais du secrétaire général des Amitiés internationales André Malraux, qui est un ami, Alain Melka, eh bien il m'a fait connaître son ami Thierry Reyer, et c'est comme ça que j'ai pu avoir connaissance de la sculpture du baiser de 1905, et je me suis complètement passionnée pour cette sculpture et pour le travail considérable et remarquable que Thierry a fait à ce sujet. Voilà. Je vous remercie. Et je vous en prie.